Gustavo, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés émergents avaient touché un point bas en janvier 2016 avec le dégonflement de la bulle des matières premières qui les avait fortement pénalisés. Depuis, ils ont redressé la tête et vous dites que le mouvement n'est pas fini et qu'il faut donc s'exposer davantage aux émergents aujourd'hui. Absolument. Il y a eu après c'est un grand cycle haussier, bien sûr, que tout le monde a bien vu et qui était très, très marqué entre 2002 et 2010. On a eu un cycle d'ajustement du monde émergent, de 2011 à 2016. Et en fait, le premier trimestre 2016 marque le point bas de ce grand cycle d'ajustement des émergents. Et on arrive maintenant dans un nouveau cycle de croissance qui sera bien moins fort, probablement, que celui de la décennie, moins spectaculaire. Mais quand même là, il y a une amélioration et qui va durer un certain temps. Et donc, évidemment, si on n'a pas d'émergents dans les portefeuilles, c'est l'occasion de revenir dessus. Alors, j'aimerais bien vous croire, mais en même temps, on est un peu habitué au faux départ avec les émergents. Et puis, revenons à ce qui s'est passé au premier trimestre 2016. Donc, on a eu une très très forte correction, un point bas touché par les émergents, mais une très forte correction qui avait été déclenchée, je l'ai dit, par le dégonflement de la bulle pétrolière, notamment, et des matières premières. Or, aujourd'hui, on a encore beaucoup de pays émergents qui sont des pays producteurs. On a des pressions plutôt déflationnistes sur le marché du pétrole, avec les Américains qui reviennent de nouveau en force avec les hydrocarbures de schiste, et un point mort sur les hydrocarbures de schiste qui est abaissé à 35 $. Donc ils peuvent tenir cette fois face aux Saoudiens, face à tous les pays producteurs de l'OPEP. Donc est-ce que là, il n'y a pas une menace pour les émergents ? Alors, sur le marché pétrolier, notre analyse, c'est quand même que la marche d'escalier est passée, c'est-à-dire que le passage de 100, 110 à 45, 55 sur le cours du brut, c'est déjà ce changement d'équilibre. Ça, c'est la prise en compte de ce que vous dites, c'est-à-dire l'apparition d'un producteur marginal américain assez riche en technologie et qui est capable effectivement de produire du pétrole de moins en moins cher. Et ça, c'est déjà ce passage-là. Dorénavant, ce qui compte, c'est la croissance économique mondiale et donc la demande de pétrole. Or, la croissance est là, la croissance mondiale accélère, et donc la demande de pétrole va continuer de progresser. Donc, selon nous, ce n'est pas un environnement dans lequel, en tout cas, les prix du pétrole vont baisser fortement. S'ils restent dans cet équilibre-là, je crois que c'est largement suffisant pour beaucoup de pays émergents. Alors, vous parlez de la demande de pétrole. Et la demande de pétrole, ça a été beaucoup la Chine, au moment où la Chine était l'usine du monde. Elle le reste d'ailleurs, mais bon, elle est en train de changer de modèle. Ça prend du temps, mais en tout cas, elle veut se transformer et avoir un modèle plus consumériste que productiviste, si je peux exprimer les choses ainsi. Mais justement, cet ajustement de la croissance chinoise, est-ce que ça ne va pas déteindre sur la demande de pétrole et l'affaiblir ? Alors, d'abord, la croissance chinoise ralentit, mais elles ne sont pas du tout en récession. Donc la demande de pétrole continue de progresser, peut-être moins vite, effectivement, du fait de l'ajustement de la croissance chinoise. Mais ce n'est pas pareil d'avoir une croissance moins rapide qu'une baisse de la demande. Ce sont deux concepts bien différents. Donc la croissance chinoise se poursuit. Aujourd'hui, elle a une croissance autour de 6,5%. Et tous les économistes sont d'accord pour dire que ça va continuer à ralentir de 6,5% à 5% dans les prochaines années. Mais vu la taille énorme que la Chine a pris dans l'économie mondiale, cette croissance même de 5% reste quand même chaque année un apport très important à la demande internationale de biens et services et également de matières premières. Donc pour vous, c'est l'amélioration du cycle économique mondial qui va favoriser les émergents dans les mois prochains. Absolument, c'est le moteur le plus important de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. C'est qu'on a une croissance mondiale aujourd'hui qui est de mieux en mieux répartie, qui est synchronisée. Elle n'est pas extraordinaire par sa force, sa vigueur, elle n'est pas extrêmement forte, ce n'est pas une amplitude énorme, mais elle est suffisante et surtout elle est bien répartie. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun grand pays, notamment dans le monde émergent, qui est en grande crise. Le Brésil, la Russie sortent quand même d'une période très très difficile de récession et sont aujourd'hui en croissance, certes modeste, mais en croissance tout de même. Et il n'y a plus aucun grand pays, à part quelques pays en grande difficulté, je pense par exemple au Venezuela. Alors justement, dans ce panorama émergent, où concentrez-vous vos regards ? Est-ce que vous les portez sur la Chine, qui reste tout de même pour beaucoup la quintessence de l'investissement dans les émergents, ou est-ce que vous regardez ailleurs ? Non, je crois que l'univers émergent est un univers assez profond en termes géographiques, en termes de classes d'actifs. Donc il y a énormément de choses à faire pour un investisseur. Alors évidemment, on regarde tout de même la Chine. Et il y a en Chine des thématiques qui nous intéressent, liées autour des infrastructures
ou d'un retour de l'investissement productif des entreprises. Donc là, il y a des choses qui sont des thèmes intéressants. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'investissement productif des entreprises va s'intensifier en Chine? En fait, quand on regarde les statistiques chinoises, on voit qu'il y a eu ces dernières années un fort ralentissement de l'investissement, mais qui est un mouvement qui sépare beaucoup les entreprises privées des entreprises d'État. Il y a en Chine toujours aujourd'hui d'énormes entreprises d'État qui concentrent beaucoup d'investissements et surtout beaucoup de dettes. Donc, toute la question de la dette des entreprises en Chine, en fait, est essentiellement une question de dette des entreprises d'État. Les entreprises privées se sont plutôt désendettées. Quand on regarde les statistiques, il y a plutôt eu une réduction du levier des entreprises privées depuis quelques années, à peu près depuis 2014. Et donc, aujourd'hui, elles sont en meilleures conditions, les profits sont en train de rebondir, et elles sont en meilleures conditions pour effectivement réparer un peu leur outil productif. Donc, vous êtes plutôt du côté de l'investissement en Chine, investissement dans l'appareil productif. Absolument. C'est ça. En plus de thématiques plus de demande locale, notamment de consommation, qui reste quand même très, très forte. Cette croissance de la classe moyenne en Chine reste un thème, on va dire, séculaire, un terme très long et qui pour nous reste toujours valable. Donc il y a des valeurs emblématiques que tout le monde connaît, les Alibaba et puis les Tencent ou autres, qui sont des grandes entreprises qui bénéficient beaucoup de ce mouvement. Alors, vous l'avez dit vous-même, l'univers d'investissement dans les émergents est plutôt profond, géographiquement parlant aussi, sectoriellement à n'en pas douter, mais géographiquement parlant. Alors, la Chine, ok, très bien, tout le monde regarde, vous regardez ailleurs. Bien sûr, alors quelques idées. Bon, il y a l'Inde, évidemment, qui était un pays dont on a beaucoup parlé ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, c'est le pays dans le monde qui a la croissance la plus rapide, dans les grands pays émergents en tout cas. La croissance la plus rapide a dépassé la Chine en termes de croissance. Il faut voir que l'Inde, c'est la moitié du PIB par tête de la Chine. Donc c'est un pays qui est relativement pauvre, même par rapport à la Chine, qui elle-même est relativement pauvre. Donc il y a là un potentiel toujours de croissance extrêmement rapide. Par contre, évidemment, sur le marché indien, c'est un marché qui traditionnellement est assez cher, où les investisseurs payent une prime pour investir sur ce marché-là à cause de cette croissance. Il n'est pas donné. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de payer assez cher cette croissance indienne. C'est pour ça qu'on aime bien aussi le monde obligataire en Inde. On a encore des taux d'intérêt autour de 6%, donc des belles perspectives de rendement avec une devise relativement stable et une économie qui s'est déjà ajustée. On se rappelle qu'en 2013, l'Inde a eu un ajustement assez brutal. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Et donc, le monde obligataire aussi est intéressant dans le cas indien. Autre pays là, qui serait plutôt une reprise, une sortie de crise, c'est la Russie. Alors évidemment, on est très lié à la thématique du pétrole dont on parlait tout à l'heure, mais je dirais qu'encore une fois, si effectivement le pétrole se stabilise au niveau actuel, il n'a pas besoin de monter beaucoup pour que la Russie aille mieux. Au niveau actuel, de toute façon, le rouble s'est déjà ajusté, donc on a quand même une économie qui est relativement solide, les fondamentaux s'améliorent, et surtout le plus important, c'est que l'inflation se réduit. Et ça aussi, c'est un point très important, je voudrais insister là-dessus, c'est que les histoires d'émergents ne sont pas qu'une histoire de matières premières. On a fait souvent cette parallèle, émergentielle, matières premières. En fait, il se passe d'autres choses. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre de pays qui avaient... Un mouvement de désinflation. Un mouvement de désinflation. Le point de départ était une stagflation, donc à la fois une économie qui ralentissait, une inflation qui accélérait. On avait ça en Russie, on avait ça au Brésil, en Indonésie, en Inde aussi à un moment. Et puis, ces pays ont commencé à s'ajuster. Et c'est le cas notamment de la Russie, avec une inflation qui baisse de manière assez rapide et qui donne des marges de manœuvre à la Banque centrale de Russie pour baisser ses taux d'intérêt. Et cette baisse des taux d'intérêt en Russie est un moteur pour la reprise de l'activité. Sectoriellement, en Russie, vous allez où ? Alors en Russie, on va justement jouer la consommation. Donc on va aller chercher dans le retail, dans plutôt des valeurs de consommation, dans l'immobilier, donc tout ce qui va être sensible au taux d'intérêt précisément. On évite généralement les valeurs pétrolières, non pas tant parce qu'on a peur que le pétrole s'effondre, mais plutôt parce que la position de minoritaire dans une entreprise pétrolière russe est toujours sujette à caution et compliquée. Alors, puisque vous mentionniez le phénomène, le mouvement de désinflation qui avait cours dans certains pays émergents, ça nous amène au Brésil. Parce que voilà un pays qui a été affligé d'une inflation très très forte. L'inflation y demeure élevée, mais on est sur une tendance descendante, là pour le coup. Absolument. Un peu comme l'histoire russe, au Brésil, on a une inflation qui était beaucoup trop élevée et qui était la source de beaucoup de problèmes dans l'économie brésilienne. Grosso modo, entre 2010 et 2014, la Banque centrale brésilienne a laissé l'inflation accélérer pour des raisons politiques, entre autres,
a laissé l'inflation accélérer jusqu'au point où ça n'était plus soutenable. Et c'est une économie très sensible à l'inflation au final, qui a un historique d'inflation très fort dans les années 80, qui a été assez traumatisante pour l'économie. Et du coup, dès que l'inflation commence à trop accélérer, ça crée beaucoup de difficultés. Les entreprises arrêtent d'investir, les ménages commencent aussi à s'inquiéter. Et donc, là, on est dans le phénomène inverse. Exactement. À un moment, la Banque centrale du Brésil monte ses taux très fortement. Il y a une récession très violente. Et effectivement, l'ajustement assez classique finalement de cycle a lieu. Et donc, l'économie brésilienne rentre dans cette phase de désinflation. Et cette phase de désinflation ouvre la voie également, comme en Russie, à une baisse des taux d'intérêt très rapide de la part de la Banque centrale du Brésil. Il faut se souvenir qu'il y a encore quelques mois, la Banque centrale du Brésil avait les taux d'intérêt réels, donc après inflation, les plus élevés des grands pays émergents. Donc là, ce phénomène est en train de s'inverser, et la baisse du taux d'intérêt réel au Brésil, c'est vraiment le moteur le plus important de l'amélioration profonde du cycle brésilien. Alors au Brésil, vous investissez dans quel type d'actifs et d'entreprises, si ce sont des actions? Alors là également, puisqu'on est assez intéressé par cette idée que les taux d'intérêt réels sont en train de baisser, on aime bien le monde obligataire également au Brésil, donc on aime bien la dette en devise locale. La dette corporate. Alors dette d'État, éventuellement dette corporate, mais avant tout, je dirais la dette publique, qui a déjà des rendements, comme je disais, des taux d'intérêt réels extrêmement élevés. Évidemment, l'épisode de la semaine dernière nous rappelle que les marchés émergents sont volatiles, que le risque politique y est toujours présent. Donc vous faites allusion au problème du président Temer. Absolument. Donc, Michel Temer, le président, a eu donc des problèmes effectivement de corruption qui ne sont pas finis. On ne sait pas exactement comment tout ça va se régler. Et encore une fois, il y a du bruit politique et ça fait partie des problèmes et des questionnements qu'on a sur le monde émergent en général. Mais fondamentalement, il nous semble qu'il ne faut pas oublier le cycle, la force des fondamentaux derrière. Il y a bien une désinflation qui est en train de s'installer. L'ajustement a déjà eu lieu, l'ajustement des comptes courants. Le Brésil avait des comptes extérieurs très déficitaires. Aujourd'hui, ils sont quasi à l'équilibre. Donc, toutes ces améliorations, ça va jouer quand même positivement pour le Brésil. Et autour de cette tendance positive, il y a le bruit politique et il faut faire avec. Donc, pour conclure, votre tiercé émergent, c'est Russie, Inde, Brésil, ou est-ce qu'il faut faire un quartet avec la Chine? Russie, Inde, Brésil, effectivement, sont les pays qui nous intéressent. J'ajouterai aussi l'Indonésie, qui a aussi un cycle de croissance positif, et donc également un endroit où il est intéressant d'investir. Et la Chine, je dirais, c'est un peu un incontournable. Là, c'est plutôt, je dirais, thématique, être discriminant dans ces investissements. Gustavo, merci. Merci.